français, on prononce toutes les lettres. Non, tu dis pas Paris, tu dis pas Najoui. Oui, ça m'arrive. Je le rappelle, il m'avait signé avec ce bras un CD. Hein. Et vous avez ajouté, Nagui. Donc vous avez poursuivi, mais bon, de toute façon, je peux plus reculer. Je vais laisser faire notre féministe, notre chienne de garde de service, Leïla Kadour. Pour une fois qu'elle bosse dans cette émission, présence de Marine Delterme lui donnera un peu de grain à moudre. Quant au pitch, comme d'hab, je demanderai au maréchal. Ah ben, justement, je suis là pour ça. Les pitchs des 2 épisodes à venir sont simples. Par exemple, lanceuse d'alerte. Eh bien, il s'agit d'une alerte lancée par une dame. Quant à l'épisode Divine Compagnie, il me ramène à une période... Oui, j'en suis bouleversé, j'en suis ému. Je sens que c'est une période douloureuse de votre... Il me ramène une période exaltante et douloureuse de ma vie martiale. C'était en 1943. J'étais en garnison à La Châtre. Je suis pas sûr qu'on ait le temps. Jeune officier de renseignement, j'avais pour compagne de chambrée, Désirée, une divine juge d'instruction, comme celle que vous incarnez, Marine, et qui elle aussi en avait dans le froc. Il fallait voir dans la salle de bain comme elle obtenait les aveux des salopards qui refusaient de collaborer avec les vrais Français. À Libération, je suis passé dans la Résistance. Et pour éviter la tonte à Désirée, j'ai fait croire, en la cachant dans mon placard, qu'elle s'était enfuie. Plus tard, elle put reprendre du service, et comme elle avait remarqué que les policiers et les juges prenaient des noms de villes de province, genre commissaire Moulin, Alice Nevers, elle s'est fait appeler Désirée La Châtre. Mais c'est une autre histoire, je sais, oui, comme celle de mon handicap, qui m'empêche d'ailleurs de rester assis avec vous plus de 3 minutes. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Merci, Albert Abou. France Inter, Nadir, la bande originale. C'est malin parce qu'avec tes jeux de mots à 2 balles, c'est moi qui suis le regard de Marine Delterme. Et tu tolères ça. Et en plus, il l'écrit. Et en plus, c'est écrit, c'est préparé, oui, c'est ça. Très longtemps à l'avance. Marine Delterme, notre invitée pour, oui, évidemment parler de cette série à succès. C'est un carton plein, et tant mieux, et c'est mérité, parce que c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien produit, bref, c'est agréable à voir. J'ai pas vu, je vais être très franc avec vous, j'ai pas vu tous les épisodes, mais j'en ai vu quelques-uns, notamment ceux de la semaine dernière, où même on a eu la chance de découvrir en avant-première, nous, les épisodes qui vont passer, parce qu'il y a 2 inédits qui vont passer jeudi, puis 2 rediffusions pour les gens comme moi qui avaient raté les épisodes précédents. Mais c'est assez particulier d'ailleurs de mettre des rediffs, parce que l'originalité à mes yeux de cette série, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont évidemment bouclées. Il y a un crime ou un accident ou un problème qui arrive en ouverture de série, et il y a le dénouement à la fin, mais il y a aussi une trame qui se noue entre vous et la police. Oui, c'est particulier, mais ça c'est moi j'ai commencé il y a 15 ans, donc c'est la préhistoire. Sans blaguer, il y a 15 ans déjà. Ouais, Alice Nevers, ça a commencé. Ouais. On était en 90 minutes. C'était complètement une autre. D'abord des héroïnes qui étaient très différentes. C'était les héroïnes totalement positives à l'époque. Avec Julie Lescaut, on n'avait pas le droit d'avoir de vie privée. Justement, ils voulaient comme ça. Ils voulaient pas qu'on feuilletonne pour les rediffusions, justement. Ouais. Et quand est arrivé André Béraud à TF1, qui est un directeur de fiction qui venait du Canada, qui était peut-être plus ouvert. En tout cas, il a dit, écoutez, moi j'étais enceinte dans la vie, je pouvais pas tourner pendant 1 an, donc il y a eu comme ça un creux qui a un peu angoissé tout le monde. Et j'ai dit, ils ont gardé l'idée que je sois enceinte et que j'ai une vie privée et qu'on feuilletonne. Donc ils se sont servis, ça a complètement, grâce à votre maternité, ils se sont servis de cet événement pour assumer ça et commencer une vie privée, ce qui fait un tiers des épisodes. Et créer un lien finalement, parce que c'est ça la force, c'est qu'on se demande là en l'occurrence si l'adoption de la petite Ada va se réaliser, si oui, comment ou dans quelles conditions. Mais ceux qui débarquent en plein milieu de la série justement sans avoir découvert les atermoiements affectifs dans votre vie privée ne sont pas forcément non plus largués. Non, parce que je sais pas comment dire. Je sais qu'il y a un système aux États-Unis, on fait avant chaque épisode, on fait un récapitulatif de la semaine d'avant. Previously. On Alice Nevers. Mais écoutez, je pense que ça roule puisque tout le monde revient d'une semaine à l'autre. Mais oui, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir commencer moi dans ces séries à feuilletonner, à raconter une histoire. Et comme je coécris les histoires privées, c'est un bonheur à chaque fois. Là, maintenant, à la fin des diffusions, de m'asseoir avec Claire Alexandrakis qui écrit La vie privée, qui est directrice de collection, dire qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer l'année prochaine pour étonner tout le monde. Oui, c'est ça, parce qu'il faut pas non plus boucler la vie privée. C'est-à-dire qu'il faut pas dire le but étant d'adopter cette petite fille Ada, et une fois que l'adoption est faite, il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est très ouvert, c'est qu'on finit quand même
même par un mariage la fin de saison, parce qu'il y a aussi un personnage important. Tu balances tout, toi. Non, mais on le sait, mais qui c'est la condition pour l'adoption. Mais oui, mais il peut y avoir un rebondissement. Mais il y aura des rebondissements, t'inquiète pas. La saison prochaine. Peut-être que c'est un mariage blanc, peut-être c'est bidon. Exactement. Mais en tout cas, il y a aussi Jean-Michel Zinivelli qui joue mon partenaire, qui joue Marquand. Il y a beaucoup de... Voilà, l'histoire d'amour est aussi compliquée et rigolote. Alors justement, Jean-Michel Zinivelli qui joue Fred Marquand, ce commissaire, pour resituer les liens, c'est un ex, c'est un futur, c'est un permanent, c'est un alibi. C'est tout à la fois, c'est merveilleux. Non, il est à la fois... Vous voyez. Oui, ça c'est très bien. Ouais, ça c'est bien. D'ailleurs, on va être obligé de se marier, donc c'est justement un mariage de raison, mais qui n'en est pas un, puisque finalement, comme on tricote beaucoup l'un l'autre autour de cette relation amoureuse depuis des années. On se tourne autour. Moi, j'ai toujours d'autres hommes qui sont un peu improbables. Il est un peu comme ça en attente. Et là, il se trouve qu'il faut que je me marie avec lui, alors qu'il a enfin une histoire d'amour. Donc c'est un peu un homme comblé cette saison. Il a 2 femmes. Et d'où les enjeux, d'où la complication. C'est ça la définition de l'homme comblé. Mais il a 2 fois plus d'ennuis aussi. Non, mais il dit qu'il avait rien, et là, il a tout. Il a beaucoup, en tout cas. Mais donc c'est très drôle. C'est une saison très drôle à faire pour ça. Non, mais en plus, vos caractères sont différents. Vous avez le calme, le recul, la réflexion de la juge, c'est la Bible en fait, de ce personnage. Et puis avec quand même toujours dans le mouvement, pas du tout bloqué derrière son bureau à éplucher des dossiers, mais à vouloir être sur le terrain. Et lui, est surnerveux, on a l'impression qu'il a pris de la coke toutes les 10 secondes, tellement il parle vite. Tellement, vous avez vu les épisodes aussi où il pète un plomb. Oui, ah oui, bah oui. C'est particulier. Ça fuse, ça fuse. Ça joue aussi sur ce chaud-froid qu'il peut y avoir aussi entre vous. Mais c'était une chance que Jean-Michel arrive dans la série à 8 ans, quand justement on est passé aux 52 minutes. Certaines séries sont mortes, à ce moment-là ont disparu. On a fait La Mue, grâce à Pascal Brognaud aussi, qui est une productrice incroyable. Ouais. Et donc on n'a rien lâché. On est passé aux 52 en changeant tous les acteurs, en changeant le look, tout, en recréant quelque chose. Et Jean-Michel est arrivé. Et c'est vrai que Jean-Michel, c'est comme dans la vie, tous les deux, on s'adore, on s'engueule tout le temps, on est chien et chat, et on est presque impossible à travailler ensemble, et on se bat pour y arriver. C'est-à-dire que lui est un instinctif qui veut pas bosser les scènes, qui arrive comme ça avec sa grosse voix. Moi, je suis une empêcheuse de tourner en rond, je décortique, je cherche. Et toute cette alchimie-là, comme dans la vie, elle passe à l'écran, et voilà. Et ça, c'est un plus pour la série, ouais, c'est sûr. Et à partir de quand ça fonctionne, et à partir de quand la série a changé de nom? On est passé à... Ah oui, ça c'était important. La juge est une femme. Avant c'était le juge. Non, c'est Alice Nevers. Le juge est une femme. Et enfin, il y a, je crois, 2-3 ans, il faut demander à Catherine Roux qui est là, mais on a enlevé le juge est une femme, ce qui est quand même assez ridicule, parce que déjà, en plus, en majorité, dans ces professions-là, c'est des femmes, et puis on n'est plus, heureusement, on n'en est plus là, quoi. Vous avez parlé de... Ça a failli s'appeler Le juge est une bonne femme. Voilà. Ou bobonne. Est-ce que vous prenez la plume, vous l'avez dit, est-ce que vous mêlez des intrigues et de la deuxième grande intrigue, j'allais dire celle de la vie privée, ou uniquement de la vie privée? Non, moi je m'occupe beaucoup de la vie privée en fait. En fait, moi je viens du cinéma, j'ai fait 10 ans de cinéma avant d'accepter cette série, et en plus j'ai fait du cinéma avec, même si je travaille avec Gérard Rouy, des gens comme ça très un peu formatés, et plus, j'ai quand même travaillé beaucoup, j'ai commencé avec Godard, je travaille avec Piala, je travaille avec Cyril Collard, je travaille avec des gens libres en fait, et pour moi le cinéma c'est la liberté. Et quand je suis arrivée à la télé, je me suis dit que j'allais continuer à essayer d'être libre, et pourtant c'était plus formaté, donc mon travail... Oui, mais c'est des codes à la télé qu'il faut respecter, notamment pour ne pas heurter telle ou telle tranche du public, il faut être consensuel, plaire à tout le monde. Voilà, ce qui étaient les personnages qu'on va faire voler, mais la liberté aussi du vrai en fait. Jouer pour moi, jouer c'est être vrai, donc... Le travail, d'abord en dehors de l'écriture, où je travaille aussi à l'écriture avec Claire, et on invente des choses et on retravaille les dialogues, etc. C'est aussi tous les jours de ne pas être fixé sur quelque chose, de recevoir les guests, pour qui c'est difficile de venir sur ces séries, parce que ils ont très peu de jours, ils ont souvent des scènes difficiles, fortes, dures, parce que Alice Nevers, c'est un mélange qui est comme ça un peu particulier, c'est la seule série comme ça, c'est à la fois toute notre partie privée qui oxygène avec tout l'humour, le charme, etc., qu'on essaye de mettre. Et à côté, il y a quand même, Et à côté, il y a des enquêtes où ça, c'est la marque de fabrique de Pascal Brognaud, qui a toujours été très proche qui a créé quand même une forme de télévision, qui est un peu psychanalytique aussi et intime. Et donc, c'est des enquêtes sociétales, c'est-à-dire qu'on découvre à chaque fois un sujet de société, on apprend quelque chose, et c'est toujours un peu dur. Enfin, c'est quand même des histoires qui sont violentes. Donc, les guests arrivent, les pauvres, moi, je suis quand même là pour les recevoir, les mettre, et qu'il se passe quelque chose de vrai. Voilà. Donc, parfois, on oublie, les textes sont
sont là, ils sont très bien, mais parfois on peut inverser, changer, voilà, on malaxe tout ça et on fait que ça soit vivant et fort. Le vrai, pour parler par exemple du premier épisode qui passera demain, sans dévoiler ce qui va se passer, et c'est la lanceuse d'alerte, hein, le sous-titre entre guillemets qui est donné à cet épisode. Le vrai justement, c'est pour aussi donner une forme de morale, pour donner une forme de temporalité, pour vivre avec son temps, puisqu'il y a des vannes qui sont faites autour des Panama Papers, je crois, autour de quelques dossiers qui ont été. Oui, bah, on colle, on apprend. Moi, j'apprends toujours quelque chose. En tout cas, quand j'ouvre un scénar d'Alice Nevers et que je le lis, j'apprends des choses que je ne savais pas. Voilà, on a traité beaucoup de sujets cette saison. Non, il y a une vanne qui est faite. J'ai oublié les noms des deux lanceurs d'alerte. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, elle dit, c'est bien, les lanceuses d'alerte, et ça finit toujours mal. Et je crois que c'est Tinivelli qui dit, enfin le commissaire Marquand qui dit, ouais, t'as raison, regarde ce qui s'est passé pour Assange, et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, les deux lanceurs d'alerte là qui ont des problèmes, qui sont Manning. Non, tu parles pas du soldat américain qui a donné les informations. Non, mais il y a deux noms qui sont souvent dits, pardon de les avoir oubliés, souvent dits dans l'actualité, qui sont shootés, et je me dis, waouh, il y a presque une prise de risque d'ailleurs à coller autant à l'actualité, parce qu'il suffit, mais qu'il se passe quelque chose pour eux dans la vraie vie pour que ça devienne obsolète dans la série. On avait eu ça. Vous êtes au plus proche en tout cas. Oui, on avait eu ça l'année dernière sur les jeunes femmes là qui partent en Syrie, enfin toutes ces jeunes filles qui sont débauchées, embrigadées par Daesh. Par Daesh. Et il y avait juste, la veille, encore un attentat. Oui, on colle, on essaye de parler de tout ça, quoi. Et qu'on apprenne quelque chose sur notre société. Alors qu'on apprenne quelque chose, ça fonctionne. Qu'il y ait une morale aussi, qu'il y ait à la fin, en tout cas, une leçon à en tirer. Ça, on a évolué, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de morale. Oui. Et moi, j'avais toujours un peu la petite phrase de fin. Et ça, je le fais plus. Et on le fait plus, donc on reste plus ouvert. Et voilà, c'est compliqué quand même, la vie. La vie est compliquée. Donc voilà, on est sorti un peu de cette facilité-là, je trouve, d'essayer d'asséner une morale aux gens. Et après, les gens reçoivent ça comme ils veulent. D'ailleurs, il y a un moment, et par rapport aux enquêtes, on a beaucoup ce regard aussi de Jean-Michel qui a un avis, moi un autre. On n'est pas d'accord, et ce qui représente un peu ce que sont les gens devant leur télé. C'est un couple qui regarde la télé, il va dire, voilà, ça, je trouve, ils ont aussi un jugement, et on représente un peu les deux côtés du... 15e saison, en attendant la suite, puisque on a déjà compris que... Il y a du mariage, il y a du divorce, il y a de la tromperie. Ah, ça va, peut-être qu'elle va retomber enceinte encore, et peut-être qu'il va se passer plein de trucs. Deux fois dans l'année. Oui. La magie, comme les chats. C'est juste extraordinaire. Ça sera ok, ça s'est vu. J'ai vu dans le regard de non, tais-toi Nagui. Ok, très bien, je me tais. Marine Delterme est notre invitée. Vos oreilles ont sifflé, les gars, quand on vous annonçait sa venue. Oui, quand je pense à vous, Marine Delterme, vous l'avez un peu évoqué, c'est votre carrière au cinéma et notamment un film fort qui a marqué une époque, une génération. Tu trouveras personne qui t'aime autant que moi. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer. Tu sais ce que ça veut dire, aimer, toi? Je l'ai su. Essaye pas de t'éloigner de moi pour me sauver. Les Nuits Fauves de Cyril Collard, là on entendait la voix de Romane Boringer. Est-ce que vous aviez la sensation à ce moment précis, Marine Delterme, c'était en 92, que vous étiez engagée dans une aventure, dans un film qui allait devenir générationnel et quasiment indépassable sur le sujet? Oui, parce que bizarrement, je revenais de New York. J'étais mannequin à New York, ces années très joyeuses et en même temps déjà très dures puisqu'il y avait le sida qui débarquait. Et à New York, c'était encore plus fort qu'en France. Et en plus, moi, je travaillais dans la mode, donc j'ai vu mourir beaucoup de gens en fait. Donc il y avait quelque chose de très violent. Il n'y avait pas encore la trithérapie, donc c'est des gens qui étaient en plus physiquement très atteints. Donc j'ai vraiment eu des images fortes, de gens que j'ai vu mourir. Et quand je suis arrivée à Paris, je me dis voilà, Cyril fait ce film là-dessus, et j'étais tellement concernée et dedans que c'était je me suis pas dit c'est un film qui m'a marqué ou pas, mais en tout cas c'était urgent et important de le faire, et puis c'était tellement l'actualité que c'était... Et Cyril, c'est un homme étonnant, voilà. Pourquoi étonnant? Parce que j'étais dans un café avec mon amoureux et on se séparait, ou je sais plus, une énième séparation, et je pleurais. Et il était à côté avec Corinne Blou. On va pas citer comme ça, comme des cons, on fait d'en bas, quand même. Voilà.
Et il était à côté, et je ne savais pas qu'il était à côté. Et Corinne Blou, qui était sa compagne, à qui il a fait les Nuits Fauves, qui a fait la direction artistique, qui était prof de théâtre. J'ai fait un stage après avec elle, avec Valéria Bruni, qui m'a amené un peu dans tous les stages pour travailler. Et il a dit, je veux voir cette fille, parce qu'il a vu les photos, je me souviens, je l'ai vue dans un café, elle était complètement... Ça m'a marqué, elle pleurait. Donc il m'a pris sur ça. C'était drôle, Cyril était dans la vie, c'était l'assistante Piala, avec qui aussi j'ai travaillé. Donc c'est quand je parlais de liberté dans le cinéma, c'était des gens qui faisaient rentrer beaucoup la vie devant une caméra. Et qu'est-ce que vous avez appris sur ce tournage justement en termes de... Parce que votre pratique d'actrice, elle se perfectionne à chaque rencontre, j'imagine. Ça, j'ai revu des extraits l'autre jour. D'abord, je suis pas la même personne, j'ai pas la même voix, j'ai complètement changé de voix. J'étais un petit oiseau perché sur la branche, quoi. J'étais pas finie. Mais j'ai appris. C'était des scènes difficiles en plus avec Cyril. C'est avec un autre garçon. Moi, c'était dur de le voir. Il était déjà malade. C'était fort, c'était dur. Tout le monde le savait sur le tournage? Oui, bien sûr, tout le monde le savait. Et puis il avait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, à l'époque, les malades sans trithérapie avaient du psoriasis, des choses comme ça, donc des maladies de peau assez impressionnantes. Ouais. Donc voilà, moi j'étais sur la sensualité avec lui, une scène comme ça, il y avait la maladie qui était portée par lui. C'était visible, c'est ça. Alors que lui, par contre, sa personnalité, son énergie, il était incroyablement vivant. Voilà, donc c'est vrai que c'est un film de génération, tu as raison. Ouais, c'est un film qui marque, c'est un film qui... Alors là, on entend parler beaucoup sur la croisette du film sur Act Up. Qui est un très bon cinéaste, à mon avis, c'est un film très fort. Et je pense que ça peut être un film qui peut égaler d'une certaine façon Les Nuits Fauves, mais sans doute pas le faire oublier, parce que c'est quand même un film qui laisse des traces, en fait. Et j'imagine que pour vous aussi, figurer au casting, c'est pas rien. Oui, non mais... Mais le cinéma, pour vous, c'est raconter des histoires ou c'est raconter la vie? Le cinéma, c'est raconter des histoires. Parce que là, le point commun de tout ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on voit que vous avez l'air d'aimer, ou en tout cas vous êtes souvent appelé sur des choses très concernantes, très presque réalistes, et pas forcément des histoires de princesses ou des contes totalement imaginaires. Oui, ça a été un choix aussi, parce que quand il y a un moment de ma vie où j'ai arrêté de travailler pour des raisons personnelles, et avant j'étais aussi dans les comédies, Michael Cull, tous les trucs comme ça, je faisais la jolie actrice de comédie de service, et il y a aussi un moment où j'ai vécu des choses dans ma vie où je pouvais plus jouer ces rôles-là, donc j'ai voulu aller vers autre chose. Et, vous ne pouviez plus, ou vous ne vouliez plus? Je pouvais pas, j'avais vécu des choses très dures, donc c'était dur pour moi de retrouver une légèreté. Mais après, le cinéma, c'est raconter des histoires, parce que si on n'a pas l'angle et si on n'a pas la bonne histoire, on n'intéressera personne. On peut essayer de faire des choses très fraîches et très vivantes. Pour moi, c'est vraiment l'écriture qui importe. Ouais, mais ce qui est surprenant, ce qui est intéressant, c'est que vous passiez du monde du mannequinat dont vous parliez tout à l'heure, où tout n'est que paillettes, strass et mensonges. En apparence. De notre point de vue. Non, vous vendez du faux. Vous vendez du rêve, vous vendez de la soi-disant du bonheur. Et je préfère même pas savoir ce qui se passe derrière. Mais non, mais c'est vrai, parce que pourtant c'est important de savoir ce qui se passe derrière. Oui, mais on n'en parle pas assez d'ailleurs. Tout entendu sur les malheurs des unes et des autres dans ce milieu-là, les manipulations, peut-être les manipulations psychologiques qui peuvent être faites. Oui, mais c'est vraiment très jeune. Mais c'est moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai été dans une agence et j'ai pas du tout apprécié ce qu'on m'a demandé de faire des photos à minuit en maillot de bain dans une salle de bain. J'ai dit tiens, c'est quand même bizarre. Alors, heureusement, j'ai arrêté. On m'a dans la rue, on m'a redit. Et là, j'étais dans une agence de mannequins avec des dames. Donc, une chose. Mais c'est déjà un milieu qui peut être très malsain, parce que il y a des femmes très jeunes, c'est des jeunes filles qui ont à peine 15-16 ans, qui arrivent du monde entier, qui sont complètement perdues. Et qui ne savent pas ce qui est normal ou pas normal. Non, elles n'ont pas de cadre. Ouais. Oui, il n'y a pas de cadre. Et puis. Et certains profitent de ça. Bien sûr. Ça, c'est. Connaît l'âme humaine, mais par contre il y a aussi ces problèmes-là plus récents de la maigreur que je trouve moi qui me plaisent pas du tout, je trouve très inquiétant. Il y a eu des lois, mais enfin les gens suivent pas forcément les lois. Ouais, on voit encore quelques défilés. De la femme, on voit des défilés qui font peur. Ouais. C'était déjà le cas quand vous étiez mannequin? Non, justement, dans les années 90, c'était génial parce que c'était les belles. Moi, je suis très ronde. On a eu la chance. Moi, je suis arrivée au bon moment. Il y avait Claudia Schiffer, il y avait Yasmine Gori. C'est des femmes, Claudia Schiffer. Oui, c'est ça, c'est des Naomi. Elle est grosse, quoi. Ouais, c'est des énormes. Oui, par rapport des femmes, sensuelles. Les Cindy Crawford, oui, c'est ça. C'était vivantes. Elles avaient des formes. De bonne santé. Et voilà. Mais donc, je voulais simplement dire, avant que nous énervions tous autour de cette table sur les formes des femmes, passionnantes, mais que vous passiez
passiez du monde du rêve vendu, en tout cas, qui vendait du rêve du mannequinat, à la réalité du cinéma. Même là, pour Alice Nevers, vous voulez que ce soit toujours ancré dans une réalité de vie quotidienne qui fasse écho à celles et ceux qui le regardent. Le sentiment de cette nécessité, en tout cas, d'être proche d'une réalité. Oui, parce que jouer, c'est lâcher prise. Donc jouer, c'est être soi sans le savoir, et c'est donner du réel, quoi. Donc même si... Ça peut être aussi donner du rêve. C'est mentir aussi, le cinéma. Oui, bien sûr. Oui, certaines formes de cinéma, par la lumière, par le cadre, par le mystère du cinéma, d'ailleurs, amène quelque chose. Mais vous dire que je préférerais les films comme ça, plus engagés. C'est une question, moi, j'aime tout. Là, j'ai fait une comédie romantique. Puisque vous écrivez. Donc, c'est vous qui mettez aussi ce que vous voulez dans le. Moi, je suis compliquée. J'ai beaucoup de facettes, on va dire. J'aime autant une comédie romantique comme j'ai faite avec Pascal Elbé, le mec de la tombe d'à côté, où j'adore ça, que oui, les films plus forts, engagés. Oui, enfin j'aime tout. Enfin le cinéma, quand on aime le cinéma, de toute façon, comme la vie, il y a plein de moyens de rentrer, plusieurs portes en tout cas pour entrer dans le cinéma. Alice Nevers, donc 2 nouveaux épisodes et des inédits passeront ce jeudi soir à 20h55 sur France 2, suivis par 2 J'ai dit France 2. Oh là là. Je suis désolé, sur TF1. Non, ça s'appelle le problème. Le non-professionnalisme, peut-être. Je sais pas. L'amateurisme. Ça s'appelle l'amateurisme. Donc c'est sur TF1, je vais arriver à le dire. C'est dur, hein. Et c'est jeudi soir. Vous avez fait une sublette, là. À 20h55. Elle l'a fait, Alessandra, ça? Elle a fait un dérapage? Non, elle fait Alexandra. Oui, elle est charmante, elle est géniale. Mais on l'embrasse au passage. Oui, on l'embrasse fort. Voici l'humeur. Mais oui, on l'embrasse. Voici l'humeur de Tom Villa. Ce matin, les copains, je viens de me rendre compte que le couple présidentiel Macron est un couple comme les autres. Vous savez, ils ont intégré l'Élysée le dimanche 14 mai dernier, mais vous allez vous en rendre compte. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Élysée, c'est une charmante résidence en plein Paris, bâtisse 18e, 12 000 m², jardin orienté plein sud, centrale proche tout commerce, pratique quand on veut voir le défilé du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France, bref, comme on le dit dans le Figaro Immobilier, un bien d'exception. Mais... les Macron n'ont pu emménager que cette semaine, parce que pour le dire poliment, il y avait un peu de rangement à faire. Car d'après le journal d'investigation Gala, François Hollande aurait laissé le palais présidentiel dans un état de délabrement très avancé. Tu veux dire quoi, c'est sale ? Je vais vous expliquer. Pourtant, après sa non-candidature en décembre dernier, on aurait pu imaginer qu'il avait 5 mois pour rendre la baraque propre. Et c'est toujours con de laisser son chèque de caution juste parce qu'on n'a pas changé le pommeau de douche et changé les joints de la baignoire. C'est ballot. Alors on l'accuse de ne pas l'avoir entretenu, l'Élysée, et en même temps, on imagine mal Hollande aller personnellement le dimanche au Leroy Merlin de Beaubourg, acheter de la Deluxe Valentine et mettre un coup de peinture avec Philae le Labrador qui joue avec les pinceaux entre 2 préparations de réunion avec Merkel. Avant l'état des lieux. Et en même temps, ça la fout mal. C'est la maison des Français, ça représente notre pays. Déjà qu'on a l'image de crado quand on va à l'étranger. Tu reçois Merkel à bouffer, tu peux mettre un coup de Swiffer. Ah, François, c'est pas une toile d'araignée dans le coin là-bas? Non, vous inquiétez pas, Angela, les araignées dans la maison, c'est sain. Alors ça, c'est la phrase des mecs qui font pas le ménage. Non, les araignées, c'est sain, oui. Les grosses fourmis, ça entretient le parquet. Voilà. Alors d'après Gala, on apprend que le plus gros problème de l'Élysée qu'ont rencontré les Macron, ce sont les fuites d'eau. Bah, c'est un vieux bâtiment en même temps. Oui, mais enfin quand même. Et en même temps, est-ce qu'on est surpris qu'il y ait des fuites d'eau après le départ de François Hollande? Hollande, il s'est pris des litres de flotte sur la truffe pendant 5 ans. C'est normal qu'il laisse un petit dégât des eaux à la salle de bain. En plus, comment ça a pu se produire une fuite d'eau à l'Élysée? Attends, Julie, viens, on refait comme dans le film là, qu'on a vu hier soir. Bonjour mademoiselle, c'est le plombier. Merde, Julie, va éteindre l'arrivée d'eau. Comment ça, elle est où? Mais quel est con? Dans le garage, entre mon scooter et le bouton nucléaire. Voilà. Non mais ce qui a aussi retardé l'arrivée des Macron, c'est trouver la bonne solution pour se reposer. Comment bien se reposer à l'Élysée? Parce que pour pouvoir dormir sereinement dans leur nouvelle chambre à coucher, d'après Gala encore, Emmanuel et Brigitte Macron ont changé le matelas de la chambre présidentielle. Et ça, on les comprend. Disons que quand tu vas à l'hôtel, tu te doutes de ce qui s'est passé avant ta nuit, mais tu n'as aucune preuve. Là, j'imagine Brigitte en train de lire Closer chez Coiffe Mode au Touquet et voir le défilé. Chérie, je te préviens, dès qu'on arrive, on change le matelas. Je vais sur conforama.fr, je vais commander un épéda multispire à ressort en sachet. En plus, coup de cul, on t'accusera pas de trouver le budget français. La livraison est offerte jusqu'au 24 mai. Donc voilà, ça tombe bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit pour l'État de l'Élysée ou pour l'État du Parti Socialiste, a priori, François Hollande, il va pas récupérer sa caution. Bonne journée. Merci, Tom Villa.
La bande originale. Nagui sur France Inter. C'est vrai, on s'est jamais posé la question de savoir s'il y avait un état des lieux avant. Pour le mec qui arrive, le mec qui repart en disant. Est-ce que tu remets du dentifrice dans les trous pour les clous, pour boucher? Ça sent le vécu. Le prochain locataire qui passera par chez Tom Villain, c'est ça sent le Colgate. Exactement. Alice Nevers, c'est sur TF1. Ça sera jeudi. Donc demain à 20h55, 2 nouveaux épisodes, 2 inédits, puis 2 rediffusions. Vous voyez d'ailleurs le personnage évoluer tant dans les tenues vestimentaires, les accessoires, les coiffures. C'est gentil. Quand on voit les rediffs, surtout. Non, c'est ça ma question. C'est horrible. Non, mais des fois, avec Jean-Michel, on se dit, t'as vu, il y a un truc d'il y a 10 ans, quoi, un truc horrible, on est tout jeune, tout. Il y a le temps qui passe, quoi. On voit plein de périodes. C'est comme ça. La première chose, en tout cas, que j'assume de vous avoir dit en vous voyant ce matin, je vous ai trouvé absolument splendide, rayonnante. Et pour avoir vu l'épisode avant-hier, il y a un côté plus straight, on va dire, plus tendu. Ouais, je me rends pas compte parce que c'est quand j'arrive sur le plateau, c'est vrai que ça doit être mon personnage que je tiens bien depuis quelques années. J'ai une autre. Oui, mais dans la vie, vous avez 10 ans de moins. Bon, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Enfin, de l'arrivée en tongs et en jogging, Marine, quand même, c'est un peu déplacé. Non, moi ça m'a plu. Voici la bande originale de Marine Delterme, c'est-à-dire quelques dates comme ça que nous avons prises et que nous avons mises en musique. On va commencer évidemment par 1970. Alors pourquoi Dire Straits viendrait symboliser votre éducation, vos années d'enfance? Parce que j'étais fille unique, parce que j'étais rêveuse, comme tout, voilà, seule, et que l'été je passais du temps avec mes cousins. J'ai beaucoup de cousins dans ma famille, que des garçons qui m'ont éduquée et qui m'ont fait découvrir toutes ces musiques. Et moi j'adore la musique. Et j'ai passé des heures à attendre quelque chose, je sais pas quoi, mais cet album il m'a marqué. Entre autres, ah oui, non, mais il y a des morceaux absolument, des envolées de guitare de Mark Knopfler absolument merveilleuses. Ça vous a donné envie de jouer d'un instrument? Je joue d'un instrument, oui. Je chante et je joue du piano. C'est cette musique-là qui vous a donné envie? Non, ou quel a été le déclic? j'ai commencé à 6 ans, moi, à faire du piano. Je fais beaucoup de piano. Non, c'était, en fait, c'est ces heures d'attente quand on est adolescente et qu'on attend que quelque chose se passe. Et on écoute beaucoup de musique. Et qu'un garçon vienne avec une guitare et que d'un coup on trouve tellement séduisant, tellement il joue bien avec la guitare. C'est sûr que ça marche, la guitare. Ah oui. Non, ça marche. Dites-elle à Leïla, non. Elle, c'est la darbouka. Le mec arrive avec une darbouka là-dedans. Non, c'est moi, ça m'a jamais marché avec moi. Il faut arriver avec ton piano pour que... Pas du tout, non, ça a marché plus tard, mais... Jean-Jacques Goldman, pas du tout. Jean-Jacques Goldman l'a dit, mais j'adore l'idée de savoir que Jean-Jacques Goldman s'est mis, lui qui était en train de travailler dans le magasin de sport de ses parents... À Saint-Étienne, c'est ça? Non, c'est à Montrouge. À Montrouge, dans la région parisienne, à régler des cordages de raquettes de tennis, à se dire c'est pas comme ça que je vais y arriver avec les filles, donc je vais apprendre à jouer de la guitare. C'est un malin, Goldman. C'est un malin. Les sportifs aussi, ça marche, les sportifs. Oh, c'est moins drôle. Ça dépend quel sport. Ça dépend. Les catcheurs. Voilà. Ça marche. Non, il y a un côté poésie, il y a un côté mélodieux. C'est chouette, aussi. les musiciens, c'est un bel univers. Je suis d'accord. Ils sont c'est merveilleux. une belle promesse en tout cas. Oui, la promesse. Ouais. Est-ce que quand on est la seule fille unique, la seule fille qui traîne justement avec des garçons, le regard des garçons, est-ce qu'on devient un garçon manqué soi-même? J'étais un garçon manqué, moi. Mais c'est pour cacher justement le fait de ces formes féminines, pour cacher sa beauté? Oui, à un moment où j'ai un peu mal vécu le passage à l'adolescence, mais surtout, non, moi j'ai beaucoup d'énergie. C'est un peu mon problème. J'ai trop d'énergie, j'ai trop de vitalité, j'ai même parfois une forme de brutalité. Donc moi, l'énergie masculine me convient assez bien. Donc voilà, je sais pas, je suis sportive. Je sais pas, j'étais complètement dans ce monde-là et ça m'allait très bien. Et après, quand le corps devance un peu l'âme, c'est plus compliqué. Il y a des périodes plus dures pour les filles à l'adolescence. C'est vrai qu'à l'adolescence, vous mettiez l'été des collants en laine. Ouais. Sans blaguer. Mais on pose des questions. Mais non, mais parce que j'avais un... Non, mais c'est vrai tu mettais des slips en laine aussi. Elle l'a dit. Non, mais je mettais ça au mois d'août, ce qui était un peu un problème. Je ne voulais pas montrer 1 centimètre de peau. Et pardon, avant de devenir mannequin, c'est-à-dire avant de se retrouver en effet en maillot de bain dans une baignoire la nuit à faire des photos en se disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui me paraît bizarre. Oui, c'est vrai que c'est drôle que vous disiez ça parce que je supportais pas mon corps, le regard des hommes sur ce corps-là. Donc je
l'été, je me cachais. L'été, j'étais avec des pulls, des collants, etc. C'était une catastrophe. Et puis un jour, j'ai vu un jeune homme jouer de la batterie et je suis tombée amoureuse de lui. Et j'ai dit, faut que je fasse quelque chose là. Donc voilà, je suis arrivée en seconde, très bien. Pour Nagui, le batteur n'est pas un musicien. C'est toujours une vanne.